Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir, malgré les intempéries, rejoint aussi nombreux, je vous en félicite, et à l'heure, les travaux de cette matinée. Mon rôle va être celui du garde-chiourme, il n'y a pas d'autre mot à cela. J'engage déjà celles et ceux qui vont devoir prendre la parole, à savoir que nous serons intraitables sur les timings si nous voulons pouvoir, et c'est essentiel, avoir des échanges entre la salle et les intervenants. Mais on n'introduit pas ce genre de dynamique sans qu'un certain nombre de voix autorisées et de responsables politiques ne prennent la parole. Et je vais sans tarder demander à Jean-Claude Marcourt de bien vouloir inaugurer en quelque sorte le pupitre. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être au démarrage de cette journée qui, je l'espère, sera fructueuse pour vous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la direction de l'égalité des chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi l'enseignement à distance, la promotion sociale et les enseignants des hautes écoles qui ont permis l'organisation de tous ces modules qui, j'en suis sûr, apporteront leur pierre à la construction d'une plus grande égalité. La question du genre est incontestablement au cœur de bien des débats et des préoccupations aujourd'hui. Cette question se fait même carrément polémique quand près de chez nous, dans le pays le plus au sud de la Belgique, on voit comment une réflexion sur une éducation à l'égalité devient soudain le fantasme d'un système d'enseignement où les garçons apprennent à devenir des filles, et cela dans le contexte sous haute tension de la manif pour tous. À la vérité, cette question est loin d'être anodine, et je me félicite dès lors de voir aboutir aujourd'hui ce travail de réflexion que j'ai initié et encouragé avec mes deux collègues en charge d'une part de la culture et d'autre part de l'enseignement obligatoire. C'était aussi une préoccupation forte du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes. L'histoire enseignée ne fut pendant très longtemps que celle des grands hommes, celle des reines comme femmes ou mères de rois, celle des femmes quasiment invisibles. Et quand on en parlait, c'était pour souligner la frivolité de Marie-Antoinette, le côté inquiétant de Marie de Médicis et l'influence occulte de la Pompadour. Même la Révolution, en consolidant les libertés fondamentales, cantonne la femme dans sa position d'infériorité face à l'homme. C'est une évidence, la question du genre a jusqu'à présent été fort peu présente dans l'approche des questions fondamentales. C'est pourquoi il faut désormais, partout où l'on peut, mais surtout partout où cela s'indique, qu'existe une sensibilisation à la dimension du genre et la diversité. Les universités et les hautes écoles exercent leur mission dans une société donnée et doivent dès lors ouvrir leur réflexion à toutes les évolutions significatives. Les universités, les centres de recherche et les hautes écoles sont, par excellence, des lieux où l'on étudie, accompagne, voire éclaire l'émergence des évolutions sociales et culturelles. C'est forcément là où l'on forme les enseignantes et les enseignants que l'on doit se préoccuper de la persistance des stéréotypes du genre à l'école. Et ces stéréotypes existent bel et bien, assortis de pratiques qui discriminent de toutes les manières. Les constats des études sont révélateurs du rôle prioritaire des garçons dans l'occupation de l'espace sonore à une évaluation sexuée du comportement. Plus insidieux, on demanderait aux filles le plus souvent de restituer un savoir, aux garçons de l'élaborer. Enfin, devant une mauvaise copie, la fille aurait fait ce qu'elle pouvait, quand le garçon aurait succombé à la paresse
et aurait fait preuve d'un manque d'investissement. Une réflexion importante est en cours sur la formation initiale des enseignants. Il s'agit d'inscrire celle-ci dans le processus de reconstruction de l'enseignement supérieur. Comme toutes les réflexions qui touchent à notre enseignement supérieur, je l'ai voulu participative. Deux questions fondamentales sont d'ores et déjà posées. Qu'est un enseignant aujourd'hui? Qu'est un formateur d'enseignants aujourd'hui? À l'évidence, nous pouvons déjà avancer que l'acquisition du métier est un processus longitudinal dont la formation initiale, fût-elle déterminante, n'est que la première séquence. D'autres formations sont appelées à intervenir dans le parcours d'un enseignant. Dès lors, la pertinence de ce module de formation initiale est continuée, présentée aujourd'hui, destinée à promouvoir l'égalité des garçons et des filles à l'école. Il convient de faire un sort à ces concepts d'héritage et de reproduction que dénonçait déjà Bourdieu il y a près de 50 ans. Il convient de prendre en compte la dimension de genre dans nombre de domaines, qu'il s'agisse de l'esprit d'entreprendre, de la répartition sexuée des enseignants en fonction des niveaux d'enseignement, de tous les terrains où il est adéquat de mener des actions de déségrégation, des proportions d'hommes et de femmes au sein des conseils d'administration et dans la gestion des PME. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'enseignement supérieur, il convient de lutter contre les stéréotypes dans le choix des filières de formation, contre les stéréotypes comportementaux des enseignants et de rendre le métier d'enseignant plus mixte à tous les niveaux. Pour cet enseignement, je fais mienne cette réflexion de Dominique Walton, qui, nous incitant à la modestie normative, nous invite à ce que la norme ne puisse plus faire l'objet d'une seule intelligence. J'ai pour ma part à plusieurs reprises donné la force du décret à ma lutte contre la discrimination, notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation. La question est d'autant plus cruciale dans l'enseignement supérieur qu'elle ne se pose pas seulement en termes d'équité, mais qu'elle se traduit aussi en termes d'excellence et d'efficience. L'androcentrisme aurait été souvent contre-productif en économie, en médecine ou en sciences environnementales. Et il nous est permis d'affirmer que la non-prise en compte du genre et la non-considération pour la recherche féminine auront conduit à des gaspillages, des erreurs d'interprétation et enfin à des inefficiences économiques. J'ai dès lors proposé la rédaction par chaque université d'un rapport et d'un plan d'action annuel sur sa situation en matière de parité homme-femme dans les organes décisionnels. J'ai également fait la proposition de la désignation d'une personne, voire d'un organe, qui aura pour charge la gestion des ressources humaines, parité homme-femme. J'ai fait la recommandation d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes décisionnels et au sein des commissions de nomination et de promotion, puisqu'on se rend compte que les filles sont majoritaires au moment de la diplomation et inexistantes lorsqu'il s'agit de devenir recteur d'université. Enfin, j'ai suggéré le lancement d'un master complémentaire en études de genre. Le module que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche globale intégrant toutes les sphères de la société. Il s'agit de conjuguer l'ouverture du champ des possibles au masculin comme au féminin. Des métiers sexués n'ont pas de sens et c'est dès la maternelle qu'il convient de ne pas laisser se développer de pseudo-voies privilégiées dessinées par le genre. Il s'agit de faire en sorte que cette question essentielle
constitue désormais un élément important de la formation des enseignants. Il s'agit de faire surgir, comme l'écrit Elisabeth Badinter, des symboles nouveaux qu'il nous reste en partie à définir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent travail. Bonne journée. Merci, Monsieur le Ministre. Ici,